Ils sont venus en nombre bousculer la tranquillité de cette petite ville, réputée pour son université. Yale, temple de la recherche scientifique et du savoir, aujourd'hui menacé. Parmi eux, Jeffrey Wickersham, un universitaire d'habitude plutôt discret. Professeur de médecine, il est l'un des spécialistes mondiaux du sida. Mais cette fois-ci, c'en est trop. L'État fédéral vient d'arrêter de financer ses travaux de recherche. Nos projets sont annulés. Comment est-ce qu'on peut faire de la bonne science si nous ne sommes pas soutenus ? Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump a lancé une politique de réduction drastique de l'État fédéral. Nous mettons fin à leur train de vie, à leur abus de pouvoir et nous disons à des milliers de bureaucrates corrompus, incompétents et inutiles de l'État profond, vous êtes virés. Sortez d'ici, vous êtes virés. Sortez. Les premières touchées, les agences scientifiques mondialement reconnues, comme la NASA, les Instituts nationaux de santé, l'Agence du climat. De simples mails annoncent coupes budgétaires et licenciements. Les universités aussi sont dans le collimateur de la droite ultra-conservatrice. Tout avait été dit avant l'élection. Mesdames, Messieurs, les universités ne cherchent pas vraiment la connaissance ou la vérité, elles courent après la division et les mensonges. Il est temps d'être honnête à ce sujet. Il faut qu'on attaque les universités dans ce pays. Le vice-président est pourtant issu de ces centres reconnus pour leur excellence académique, comme Yale. Une université hors norme, 5000 enseignants, 40 milliards de dollars de dotation. La deuxième université la plus riche au monde après Harvard, qui a formé chefs d'État et prix Nobel. Mais sur le campus, l'inquiétude règne. Le printemps n'a pas annoncé de bonnes nouvelles. Jeffrey Wickersham étudie la transmission du sida parmi les minorités sexuelles, comme les homosexuels et les personnes trans, en Malaisie principalement. Sans surprise, il est l'un des premiers ciblés par la nouvelle administration. Ça, ce sont les lettres de résiliation de subventions venant de l'Institut national de santé. J'en ai reçu 4. Cette subvention ne correspond plus aux priorités de l'agence. Les programmes de recherche basés sur l'identité de genre sont souvent peu scientifiques, apportent peu de résultats concrets et n'améliorent en rien la santé de la majorité des Américains. Je vais être très clair. C'est profondément insultant et blessant de dire que notre travail n'est pas scientifique, alors qu'on suit les principes scientifiques les plus rigoureux et que notre recherche est jugée de grande qualité par certains des meilleurs scientifiques du monde. À Yale, nous avons contacté plusieurs laboratoires durement touchés. Des équipes qui travaillent sur les virus, comme la Covid-19, ou qui étudient les conséquences du changement climatique sur les maladies infectieuses. Les chercheurs ont refusé les interviews, et voilà comment ils l'expliquent. Malheureusement, je ne peux pas m'exprimer officiellement à ce sujet, pour des raisons qui, je l'espère, s'expliquent d'elles-mêmes. Je pense qu'il est préférable que je ne m'étende pas sur ce sujet, compte tenu du climat politique actuel aux États-Unis. Jeffrey, le chercheur sur le sida et les minorités sexuelles, n'a plus rien à perdre. Il sait que ses recherches sont condamnées par le pouvoir actuel. Les conséquences en chaîne, on ne peut même pas les mesurer. Les répercussions pourraient être même mondiales. Les États-Unis sont les plus gros financeurs de la planète en matière de recherche biomédicale, avec 47 milliards de dollars par an. Mais le gouvernement veut revoir les collaborations internationales. Exclusif. Le NIH envisage de suspendre son financement de la recherche à l'étranger. Pour moi, c'est une décision totalement rétrograde.
insensé. Les maladies contagieuses, elles ne connaissent pas les frontières nationales. Alors j'aimerais bien demander au gouvernement en quoi ça rend l'Amérique plus sûre. Mais la santé n'est qu'une cible parmi d'autres. La Maison-Blanche n'épargne aucune agence scientifique, surtout si elle étudie le climat, la bête noire de Donald Trump. Ce truc comme le réchauffement climatique, c'est un énorme canular. J'ai mis fin à cette arnaque ridicule du nouveau pacte vert. J'ai retiré notre pays de cet injuste accord de Paris sur le climat. Tom DiLiberto est un expert du changement climatique, météorologiste devenu porte-parole de l'ANOAA. Cette agence américaine fournit au monde entier des données sur la météo, le climat et les océans. Un simple email a fait basculer la vie de Tom. J'ai travaillé dans cette agence pendant presque 15 ans. Ils ont souvent mis en avant mon travail, mes réussites. Et là, être viré par un mail impersonnel où ils ont juste pris mon nom et l'ont mis dans une lettre type, franchement, ça a été dur à encaisser. Comme Tom, 1000 personnes ont été licenciées. Et ce ne serait qu'un début. L'administration prévoit de réduire d'un tiers le budget de l'agence, et d'abord dans la recherche et la collecte de données climatiques. Tom ne chôme pas vraiment depuis qu'il est sans emploi. Ils se sont investis d'une mission. Parler du changement climatique depuis que le sujet est méprisé par Donald Trump. Le changement climatique, c'est un sujet difficile, donc on va aborder pas mal de choses. Ce jour-là, il est payé pour former des avocats spécialisés dans l'environnement, comme indépendant cette fois-ci. Merci à tous. Ça y est. Tom traque les données manquantes sur le site de son ancien employeur, l'Agence sur la météo et le climat. Regardez, les communiqués de presse sont pratiquement inexistants. Cette année, ils en ont publié 5, alors que l'an dernier, on en avait publié 150. Plus aucune information ne sort. Normalement, en avril, l'agence publie les chiffres mondiaux du dioxyde de carbone pour l'année précédente. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Pire, certains documents ont disparu, comme un rapport sur le climat sorti l'année dernière. Quand on clique dessus, il a disparu. Ceux qui leur donnent beaucoup d'argent, c'est souvent l'industrie des énergies fossiles. Évidemment, ils ne veulent surtout pas qu'il y ait des preuves montrant que les températures augmentent, que les gaz à effet de serre explosent, que c'est grave et que les conséquences vont empirer. Ils vendraient la planète, peu importe à qui ou pourquoi, du moment que ça leur rapporte un peu plus d'argent. Face à cette défiance, les scientifiques n'hésitent plus à partir. Tom et sa femme Gretchen le constatent. Pablo était là. Il part s'installer aux Pays-Bas. Il travaillait pour l'agence. Il est sud-américain. C'est un exemple parmi d'autres de personnes talentueuses qui faisaient un travail important et qui s'en vont. Mais nous, on va rester. C'est notre pays. On doit tenir bon, être courageux parce que quelqu'un doit résister. Eux restent, mais nombreux sont les scientifiques à quitter le pays. Kartik Sheth y pense sérieusement depuis qu'il s'est retrouvé à la porte de la NASA. Même méthode pour cet astrophysicien de renom, mais cette fois-ci, c'est la tête pensante de la NASA qui a été coupée. Une dizaine de personnes en tout. Mes collègues et moi, on était un peu le cerveau, le groupe de réflexion de l'administrateur. On fournissait des analyses objectives, basées sur les données, la science, la technologie, l'économie, pour donner les orientations futures de l'agence. Sa chute est aussi vertigineuse que son ascension a été fulgurante. Kartik, c'est ce gosse venu d'Inde avec sa famille à 14 ans. Là, c'est moi. Et qui se hissa jusqu'à la Maison-Blanche. Là, c'est une photo de ma mère et moi, juste devant l'aile ouest de la Maison-Blanche.
Là, il y a ma mère, mon père, ma sœur et mon beau-frère. Ils étaient très fiers à ce moment-là. Parce qu'on a grandi avec pas grand-chose. On a déménagé sans rien, juste avec un rêve. Moi, je voulais travailler à la NASA, devenir astrophysicien. Son rêve le propulsa tout en haut de la cordillère des Andes. Il a participé à la conception de l'un des plus puissants télescopes au monde. Là, c'est moi, à 5000 mètres d'altitude, avec le télescope ALMA en cours de construction. Et cette image, c'est moi qui l'ai faite avec ce télescope. Elle montre les endroits où naissent les étoiles. À la NASA, Kartik est de toutes les missions phares, comme le télescope James Webb, envoyé en orbite, révélant des images inédites. Mais l'administration Trump a d'autres plans pour l'agence. Le gouvernement veut investir massivement dans la conquête spatiale, au détriment de la recherche. Il prévoit de diviser le budget scientifique de la NASA par 2 et de réduire de 2/3 celui de l'astrophysique. On ne peut pas juste éteindre puis rallumer la science comme un interrupteur. Regarder une étoile ou découvrir de la vie sur notre planète, ça ne va pas changer vos vies demain. Mais en faisant ça, en faisant de l'astrophysique, les bénéfices pour l'humanité sont incroyables. Et on l'a prouvé. Quand je développais des instruments infrarouges ou des technologies au rayon X pour observer les étoiles et les galaxies, je ne me suis jamais dit « Tiens, ça va peut-être servir à détecter un cancer du sein ». Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Si on arrête l'astronomie, on va passer à côté de plein de découvertes. Je m'inquiète pour les scientifiques. Il n'y a plus de travail ici. Quitter les États-Unis, je commence à y penser et à me dire où est-ce que je vais trouver du travail. La France pourrait être son pays d'accueil. Kartik a postulé à Marseille. L'université ouvre grand ses portes aux scientifiques américains. Mais les salaires proposés sont nettement plus bas. Franchement, à ce stade, c'est plus une question d'argent. J'ai grandi sans argent en Inde et on était heureux. Au final, ce qui compte, c'est donner du sens à sa vie et être heureux. Voilà, retour sur le plateau d'Objectif Monde, l'hebdo. Avec nous, Violaine Vermogo. C'est vous qui avez réalisé ce reportage. Vous êtes journaliste à France Télévisions. Merci d'être avec nous. Merci également à Bertrand Kieffer, ancien rédacteur en chef de la revue médicale suisse. Merci également à vous d'être avec nous, Bertrand Kieffer. Merci. Première question à vous, Violaine. Que deviennent aujourd'hui les protagonistes et les chercheurs que vous avez rencontrés au cours de votre reportage, et notamment, que devient le chercheur d'origine indienne, Kartik? Est-ce qu'il a rejoint la France, finalement? Alors, pour l'instant, non, mais il a bien été accepté parmi les 300 candidats qui ont postulé pour venir à l'université d'Aix-Marseille. Je l'ai eu récemment au téléphone, il m'a dit je réfléchis, mais a priori, je suis partant pour venir en France. Voilà. Et les autres protagonistes? Jeffrey Wickersham, le professeur d'université qui est spécialiste du sida et des minorités sexuelles, lui a récupéré ses subventions, donc ses bourses, grâce à une procédure en justice. Il y a une association qui est l'Association américaine de santé publique qui a poursuivi l'État fédéral en justice et qui a obtenu gain de cause. Et il y a environ près de 800 subventions qui ont, durant l'été, qui ont été rétablies. Bertrand Kieffer, est-ce qu'aujourd'hui on a une estimation du nombre de chercheurs qui ont réellement quitté les États-Unis? Est-ce que les chercheurs étrangers sont plus partis que les autres? À mon avis, enfin à ma connaissance, on n'a pas vraiment de chiffres là-dessus. C'est pas encore très clair. Probablement que beaucoup de chercheurs attendent encore de voir ce qui va se passer. Il y a quand même ce doute, que se passera-t-il au midterms, que se passera-t-il à la fin dans pratiquement 3 ans? Est-ce que ça va aller mieux? Donc certains attendent, mais on sait quand même, d'après des enquêtes, une publiée par Nature, que 75% des chercheurs, en tout cas ceux qui ont répondu à l'enquête, 75%. envisagent, 75% en bon français, envisagent de partir des États-Unis. Et c'est quand même énorme. Mais quant aux chiffres réels de ceux qui ont vraiment pris la décision, et qui ont trouvé une solution pour partir, on les a pas.
On peut avoir envie de partir, mais on peut avoir du mal peut-être à le réaliser, parce que c'est vrai que les salaires... Alors ça, c'est très un des problèmes. important, Un des problèmes, c'est que les salaires sont très différents. Les salaires Donc, des chercheurs aux il y a États-Unis. vraiment un statut social aux États-Unis qui est bien plus important. Et les salaires, c'est une chose, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour dans les équipes de recherche, en moyens de toutes sortes, en appareils de recherche, en système de captation de données, aussi en écosystème. C'est un énorme écosystème, la science aux États-Unis. C'est cet écosystème qui est en train d'être détruit, mais c'est quand même très dur pour les Américains de partir et de laisser tomber leur système. C'est pas seulement des individus. Il y a des solutions, Violaine Vermogo, qui s'offrent justement à ces chercheurs. Est-ce qu'il y a des moyens de trouver des subventions, de l'argent ailleurs, en fait? Alors, déjà, les universités, elles ont leurs fonds propres. Donc, elles ont pris le relais de l'État quand l'État s'est trouvé déficient. Il y a aussi des fondations qui ont énormément d'argent, des fonds privés. Et puis, il y a, par exemple, des chercheurs qui se mobilisent cet été. Il y a, par exemple, un site Internet qui était le site le plus regardé au monde sur la science du climat, qui s'appelle climate.gouv, qui a été bloqué par le gouvernement Trump et une partie de ses collaborateurs licenciés. Et donc, eux, ils recréent un nouveau site web qui s'appelle climate.us. Donc, il y a une mobilisation des chercheurs pour essayer de trouver des alternatives aussi pour donner des informations qui sont pas biaisées, des informations qui sont scientifiques et accessibles au public. Bertrand Kiefer, pourquoi Donald Trump a pris toutes ces décisions? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il s'acharne contre la science, qu'il s'attaque à la science? Oui. Et si oui, pourquoi? Mais peut-être faut-il essayer de comprendre pourquoi les gens ont voté pour lui. Pourquoi cette grande masse de gens, en grande partie d'ailleurs des déclassés du système américain, en tout cas des déçus du rêve américain, se portent vers quelqu'un comme Trump qui est un milliardaire, mais c'est parce que ces gens veulent entendre le grand récit du rêve américain plutôt qu'un récit de difficulté, parce qu'ils voient bien que la mondialisation va pas bien, que le néolibéralisme est un échec. Mais ce que dit Trump, il leur dit, il n'y a rien à changer, on peut continuer comme ça. Il trouve des boucs émissaires que sont la Chine, les migrants, les autres pays du monde qui abusent des États-Unis. Mais par contre, il va détester la forme de contre-récit qui se trouve dans la science. Parce que la science, qu'elle soit d'ailleurs la science du climat, ça évidemment pour lui, qui est du côté des pétroliers extractivistes et tout, qui dit on doit continuer comme ça, toute cette science va à l'encontre de ce qu'il dit. Mais aussi même la santé, par exemple, c'est très frappant de voir ce détricotage complet du système de santé, parce qu'il y a là aussi le doigt qui est mis sur des dysfonctions aux États-Unis. L'espérance de vie aux États-Unis est basse, elle est en train de baisser. On va d'ailleurs plus arriver vraiment à suivre cela. Il y a toutes sortes d'éléments qui font qu'il veut plus qu'il y ait de témoins de ce qui se passe. Et d'une certaine façon, il casse le thermomètre qui montre la fièvre, la maladie qui se trouve aux États-Unis pour pas qu'on puisse s'y intéresser. Il y a une résistance scientifique qui commence à s'organiser aux États-Unis? Alors oui, les scientifiques, ça a été dit, qui essaient de s'organiser, que ce soit dans les universités, dans les agences gouvernementales et les chercheurs, mais c'est difficile parce que les gens ont quand même peur. Il y a un climat de terreur malgré tout, surtout ceux qui sont bien établis, parce que ce qu'on voit, c'est quand même des mécanismes propres au système totalitaire, c'est-à-dire que ceux qui s'opposent même rationnellement sont simplement cassés, détruits eux-mêmes, leurs institutions, par le simple fait qu'ils essaient de réagir, de s'opposer. Donc ceux qui arrivent encore à avoir un petit peu de fond, ils ne disent rien. Il y a vraiment un climat pas complet. Il y a évidemment plein de dynamisme encore dans la recherche américaine, mais il y a quelque chose d'impressionnant qui arrive quand même. Et justement, Violaine Vermogo, vous l'avez constaté, vous, cette peur oui, lors de votre vraiment. reportage. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à obtenir des témoignages, mais même de rentrer en contact avec les chercheurs, ce qui est totalement inédit pour les États-Unis, et même de rentrer en contact avec des professeurs d'université qui, en général, ont une plus grande liberté que les chercheurs qui travaillent dans les agences, qui sont salariés de l'État fédéral. Donc moi, c'est ce qui m'a énormément frappée, et surtout, Tom DiLiberto, celui qui s'occupe du climat là dans le reportage, m'a montré. Ils ne communiquent plus que par messagerie cryptée, donc ce qui est totalement pareil inédit. Signal est devenu le seul moyen quasiment de communication entre chercheurs, même pour échanger des informations purement scientifiques.
Donc, ils sont devenus extrêmement méfiants et ça a été extrêmement compliqué de convaincre les chercheurs, même en off, de me parler. Ce qui est incroyable pour Parler en off, on va dire, pour les gens qui ne sont peut-être pas journalistes. Juste m'avoir au téléphone. C'est juste, voilà, pour vous donner des éléments sans de contexte, sans s'exprimer devant la caméra. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que pour un pays comme les États-Unis, qui est une grande démocratie, moi, ça m'a énormément surpris. Et encore plus des chercheurs qui sont souvent quand même des personnes... je dirais, qui ont une vraie liberté de s'exprimer. Dans ce reportage, on entend, Bertrand Kiefer, que les instituts de recherche et les autres agences ne fournissent plus de données. C'est toujours le cas. Et puis, est-ce qu'on arrive à évaluer en fait les conséquences de la suppression des données, si c'est le cas, si ça se poursuit, mais aussi la suppression de certaines agences, des subventions? Mais c'est très difficile d'évaluer pour le moment. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est extrêmement grave. C'est du jamais vu. C'est une espèce d'auto-da-fé scientifique dont on détruit. C'est pas seulement qu'on transmet plus les données, on détruit des bases de données, on ferme des sites internet, semble-t-il, définitivement. Alors, comme ça a été dit aussi, on essaie de sauver certaines données. Des chercheurs par la bande essaient d'extraire des données, les conserver quelque part. Mais il n'y a plus de suivi, en tout cas dans tout le domaine climatique, météo, enfin, etc. Il n'y a plus vraiment de suivi. Or, les États-Unis, c'était vraiment la locomotive là-dedans du monde entier, qui donnait le là. Ça, c'est extrêmement préoccupant et ça a des conséquences pour les États-Unis, ça en a pour le reste du monde. Pour les États-Unis, moi, je suis très frappé de voir le peu de réactions qu'il y a aussi au niveau des autres acteurs, pas seulement des scientifiques, parce que la force des États-Unis, c'est quand même sa science. C'est pas seulement sa technologie, c'est sa recherche fondamentale et tout ça. Et là, c'est en train d'être détruit, d'être auto-détruit sous les yeux pas seulement de la population, mais aussi des économistes, aussi des politiciens, quels qu'ils soient. Et c'est très étrange, cette espèce de suicide, parce que vraiment, détruire des données, c'est encore autre chose que de couper des financements. Et tout ça se passe en même temps, dans une sidération collective très impressionnante. Violaine Vermogou, il existe un programme cadre de l'Union européenne, Choose Europe for Science. L'université d'Aix-Marseille a elle aussi lancé un programme de recrutement pour les scientifiques, pour ces scientifiques-là en particulier. Est-ce que ces programmes ont été plébiscités ou pas ? Oui, puisque l'université d'Aix-Marseille a reçu plus de 300 candidatures. Et ce qui les a surtout surpris, c'est qu'ils ont reçu des candidatures de seniors, c'est-à-dire de scientifiques expérimentés. Ils s'attendaient à recevoir plutôt des jeunes scientifiques. Et d'ailleurs, donc ils en ont pris, dans ces 300, ils ont dû choisir, ils en ont pris une vingtaine. Et ils espèrent en recruter le double grâce justement au financement français et au financement européen. Donc pour l'instant, il y a 15 millions d'euros qui a été débloqué, mais ils espèrent bientôt pouvoir en recruter 40, donc avoir à peu près 30 millions d'euros. Bertrand Kiefer, les universités suisses ont également mis en œuvre ce genre de programme, ou alors peut-être qu'on ne le sait pas? Non, en Suisse, il ne se passe rien. C'est d'ailleurs assez préoccupant parce que l'Europe a mis 500 millions d'euros quand même. Beaucoup de pays européens ont réagi. Je pense que d'ailleurs dans leur réaction, il n'y a pas seulement une efficacité parce que c'est très difficile d'agir, de transplanter un chercheur et tout. Il y a quelque chose de symbolique. Si on veut soutenir ces chercheurs, ne pas les laisser comme ça s'éteindre dans la nature. Et la Suisse a réagi, le secrétariat d'État à la formation, recherche et innovation, a dit c'est pas éthique d'aller prendre des chercheurs aux États-Unis, les implanter chez nous. Enfin, et là, je dois dire qu'il n'y a pas de quoi être fier parce que c'est beaucoup aussi un manque de courage qu'on voit d'ailleurs dans d'autres domaines en politique suisse actuellement. Il faut dire que la Suisse n'a pas été épargnée par les tarifs douaniers. Non, mais c'est vrai. Mais il n'y a aucune raison, justement, que la communauté scientifique ne prenne pas un peu plus d'initiative pour montrer déjà une solidarité, parce que toute la science mondiale là, est touchée. J'ai envie de dire, les démocraties et les humains entiers devraient se sentir concernés par ça. Mais il faut dire aussi qu'en Suisse, il y a un peu les mêmes démons qui sont en germe et on a déjà des baisses très importantes de fonds pour la recherche qui touchent de centaines de millions de francs, qui touchent les grandes écoles et le Fonds national de la recherche scientifique. Donc, l'ambiance politique en Suisse n'est pas au soutien de la science. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Bertrand Kiefer, merci Violaine Vermogou d'être venue sur le plateau d'Objectif Monde l'Hebdo. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la RTS et de TV5 Monde, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la plateforme TV5 Monde+. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Objectif Monde l'Hebdo.